Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. L'intérêt de se projeter dès le départ, c'est de pouvoir anticiper et c'est de pouvoir positionner les personnes au bon niveau. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anne-Sophie, comment vas-tu ? Mais ça va bien, merci. Bonjour Alexis, ça va toi ? Bon, ça va bien, ça va bien. On est de très bonne humeur de ce côté-là du micro et je pense de l'autre aussi parce que je te vois, Anne-Sophie. Début d'année 2022 au moment où on enregistre. Bon, il y a quelques petites complications qui fait que c'est toujours un petit peu plus facile d'enregistrer à distance qu'en vrai. Est-ce que cette ritournelle de début de podcast va finir un jour ? Est-ce que je vais vous dire non, on se voit en vrai, tout va bien, on n'a pas de masque, etc. J'en sais rien, je laisse ça au Alexis et à la Anne-Sophie du futur. Mais toujours est-il que ça ne nous empêche pas d'enregistrer des épisodes qu'on l'espère très sympathiques. Donc déjà, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Et avant de rentrer un petit peu dans la présentation de ce dont on va parler aujourd'hui, est-ce que tu nous dirais deux mots sur qui tu es, ce que c'est que Brega, ce que tu y fais je te laisserai volontiers la parole. Carrément, et merci pour l'invitation. Ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Donc moi, je suis Sophie, j'ai bossé 10 ans en RH et en recrutement, toujours dans le secteur de la tech. J'ai d'abord commencé en cabinet de chasse pour apprendre les bases du recrutement. Après, j'ai bougé en grand groupe pour apprendre d'autres de mes pairs qui avaient mis en place plein de choses. Et puis, j'ai couru dans l'univers des startups et ça fait bientôt 7 ans que j'y suis, où j'ai pu mettre en place tout ce qui était talent acquisition et talent management en France, au niveau Europe et en Asie du Sud-Est également. Et j'ai rejoint Brega, un fonds de venture capital, il y a 1 an et demi en tant que talent manager. Et alors, si vous n'êtes pas familier ou familière avec ça, moi je trouve ça super, hein, donc c'est pour ça que je me permets de mettre quelques mots là-dessus. Ces animaux étranges que sont les talent managers, ressources partagées dans les fonds de venture capital, je vais le dire avec mes propres mots, tu me diras si c'est un peu à côté de la plaque, c'est des expertises particulières. Là, il s'avère que c'est en RH et que c'est donc dans le cadre de ce dont on se parle aujourd'hui, que certains fonds d'investissement souhaitent proposer pour les entreprises sur lesquelles elles investissent et qu'elles accompagnent pour leur permettre d'éviter de faire des erreurs, peut-être de répondre à une certaine demande avant d'avoir leur expert ou experte in-house, et donc là en l'occurrence RH. Exactement, c'est exactement ça. Peut-être pour resituer, Brega, c'est un fonds de venture capital qui a été créé en 2013, qui investit dans des startups tech et digitales en France, en Europe, un petit peu aux États-Unis, et qui a été monté par des entrepreneurs. Et pas par des financiers. Et c'est super important parce que la vision de Brega et la mission du fonds, c'est d'accompagner les startups au-delà de l'investissement au capital. Et donc, d'un point de vue, toute l'équipe investissement est uniquement composée d'anciens entrepreneurs. Donc ça, c'est clé parce que c'est uniquement des gens qui savent ce que c'est de monter une boîte. Et on a développé une équipe opération qui aujourd'hui compte presque 10 personnes pour aider concrètement, stratégiquement, opérationnellement les startups, dont les sujets RH effectivement. Et donc depuis 1 an et demi, on a monté une équipe. On va bientôt être 4 sur la partie talent management RH pour aider effectivement les boîtes sur comment éviter les erreurs effectivement et sur le recrutement, les développements, tous les programmes de développement pour les talents, tout ce qui peut être aussi people operation d'un point de vue plus droit du travail, contrat, etc. Et puis, comme tu le sais aussi, les sujets de coaching et de support système pour les entrepreneurs et leurs équipes. Et si cette manière de faire vous dit vaguement quelque chose et vous n'arrivez pas à remettre un souvenir dans votre mémoire, il s'avère que c'était la position de Judith Tripart qui nous a fait le plaisir d'être la première invitée du podcast Yaniro. Épisode 1, c'était Judith, avant qu'elle parte vers un autre chapitre professionnel. Donc j'en profite, Judith, si tu nous écoutes, un petit coucou. Tu sais qu'on est toujours très content de repenser à toi.
Et tu parlais d'erreurs, et ça tombe bien, enfin pour être plus honnête, c'est pas tout à fait toi qui en parle, c'est un peu moi qui l'ai dit. Heu, Quand on est une start-up, on fait de l'essai-erreur, et dans essai-erreur, il y a erreur, la verticale RH ne fait pas exception à ça. Tout ce qui peut mal se passer, par tradition, se passe mal, dans la partie people, parce que c'est super difficile. Peut-être parce qu'on a un peu moins de ressources que dans d'autres domaines, comme la croissance, comme, l'organisation produit, et cetera. C'est exactement d'ailleurs ce qu'on essaye de faire à travers ces podcasts, hein, de rendre une connaissance qui est plus accessible et des bonnes pratiques qui sont partagées. Et toujours est-il que, on va dire toi comme moi, chacun à notre position, on voit des patterns, on voit des choses qui se répètent. On n'en tire aucune gloire, hein, on a juste le bénéfice d'être à l'extérieur de ces systèmes-là et de voir beaucoup de situations. Et on s'est dit, parce que bon, vous connaissez peut-être un peu la manière dont on prépare ces épisodes, on échange, on se rencontre avant et on se dit, bon, alors de quoi on parle, qu'est-ce qui pourrait être le plus sympa. Et on s'est dit avec Anne-Sophie, quid d'essayer de plancher sur les 7 erreurs RH en startup, un peu comme le jeu des 7 différences ou le jeu des 7 familles. Voilà, 7, c'est assez joli. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qui revient encore et toujours. Et surtout, bah, l'objectif, ces erreurs, c'est certainement pas de juger, hein, au contraire, c'est très très difficile de monter un projet de type startup, donc loin de nous cette idée, mais c'est plutôt pour permettre à des personnes qui n'ont pas rencontré ces erreurs, bah, de les voir à l'horizon et peut-être de les éviter. Les personnes qui les ont rencontrées, de se dire qu'ils sont pas tout seuls et que apparemment c'est quand même largement partagé, et surtout d'avoir des solutions qui permettent soit d'éviter l'erreur avant qu'elle arrive, soit de trouver un peu une parade une fois qu'on a un petit peu avancé. Donc voilà le programme du jour. Anne-Sophie, est-ce que c'était bien ça qu'on s'était dit? C'est génial, c'est exactement ça. Eh ben, c'est parti, les 7 erreurs RH en startup et comment y remédier. Number one, Anne-Sophie, c'est quoi la première chose que tu vois le plus de ta fenêtre? Oui, alors je partirais quelque chose qui est assez large, qui est de faire du copier-coller de ce qu'on a déjà vu ailleurs, de ce qui se fait déjà ailleurs dans d'autres startups. Et je pense que ça part à la base, hein, évidemment, dans mon sentiment, quelque chose d'assez logique, de se dire, si ça a fonctionné ailleurs, pourquoi ça fonctionnerait pas au sein de notre startup? Si ça a été une bonne idée, pour nous, c'est plus rapide. Du coup, ça peut marcher chez nous. Et en fait, quand on fait ça, ce qu'on rate quelque part, c'est le côté incarnation. C'est-à-dire que effectivement, on fait un copier-coller sans se poser la question de la raison et des valeurs derrière qui ont fait que ça avait du sens de mener ces actions ou ces processus ailleurs. Alors j'ai quelques idées pour illustrer effectivement ça. Typiquement, j'ai changé encore récemment sur l'idée de mener un ENPS, donc un Employee Net Promoter Score au sein de l'entreprise, ou une enquête sur le moral et la satisfaction des collaborateurs de l'entreprise. Et, euh, et la question, la personne en l'occurrence n'avait pas forcément réfléchi à pourquoi je le fais. Je le fais parce qu'effectivement ça se fait, c'est bien de le faire. J'ai effectivement envie de savoir ce qui se passe, etc. Mais avant de le faire, il y a une grosse réflexion à avoir sur, ok, pourquoi je le fais, qu'est-ce que je vais aller chercher, quel est mon objectif, un peu quelque part l'étoile du Nord, qu'est-ce que je vais aller chercher, et surtout derrière, une fois que je vais l'avoir mis en place, comment je vais analyser ce que j'ai récolté. Est-ce que j'ai des budgets? Est-ce que j'ai du temps, de la bande passante pour décliner, analyser, décliner, mettre en place les choses pour répondre à ce que mes collaborateurs, mes talents auront dit? Ça, c'est un petit exemple, mais c'est la même chose aussi pour, par exemple, réfléchir sur ses valeurs. Ah super, les valeurs de telle et telle startup, c'est génial, nous aussi on a envie d'être comme ça. Ou sur des politiques peut-être autour du télétravail ou de certains avantages, des bénéfices, ou même de la structuration des équipes. Tu vois, une startup, peut-être ça, elle est organisée avec un département produit, un département tech, un département custom success, sales, etc. Et du coup, on copie un peu l'organisation, alors que peut-être, dans un nouveau contexte d'une startup innovante sur un sujet SaaS, peut-être qu'il y a d'autres manières de faire qui seraient plus justes en fonction d'une étape très early stage, pré-seed, seed, etc. Et alors, je suis évidemment à 100 aligné avec ça, et je vais, mettre, mon petit grain de sel et mon eau au moulin pour voir nous ce qu'on voit souvent. Hem, En fait,
Effectivement, tu l'as dit toi-même, s'inspirer, aller chiner à gauche à droite, partager des bonnes pratiques, super, bien sûr, et on vous encourage à vous ouvrir le plus possible, à rencontrer, à vous exposer, mais à toujours, passer ces nouvelles informations, ces nouvelles sources d'inspiration à la moulinette de la réalité, de ce que vous essayez de faire et de votre culture. Quelques exemples de choses, qui, arrivent le plus souvent, enfin que nous on a vu beaucoup. Hem Oublier la différence fondamentale qu'il y a entre le B2B et le B2C, par exemple. Alors ça, ça a un impact niveau, business, growth au général, tu peux pas avoir les mêmes, approches en B2C qu'en B2B et in extenso, ça a une approche, enfin ça a des répercussions dans l'organisation du travail. Il faut garder en tête que, par exemple, pour prendre juste un exemple, bateau, l'organisation des sales, qui fait, un peu, figure de référence en startup, c'est l'organisation dite Predictable Revenue, qui est le bouquin qui a été écrit par Salesforce. Salesforce, c'est du SaaS B2B, mass scale. Donc ça veut dire, ça marche, cette organisation, elle fonctionne quand on commence à avoir un volume qui est extrêmement élevé. Est-ce que les B2B SaaS peuvent tendre vers ça? Peut-être, pourquoi pas? Mais quand on est en phase, pré-seed et qu'on est en train de chercher ses premiers clients, à la main avec son bâton de pèlerin, est-ce que ça a du sens de s'organiser en mode predictable revenue? Probablement pas. Autre variante que moi je vois beaucoup et où j'ai vu d'ailleurs beaucoup d'entreprises, et surtout de fondateurs et de fondatrices, en difficulté avec ça, c'est, croire que, l'organisation du travail dite libérée ou opale, qu'on va retrouver, dans les bouquins de Laloux par exemple, c'est la seule qui vaut. Et que donc c'est le Graal vers lequel il faut tendre. Est-ce que je suis contre l'organisation opale de Laloux? Pas du tout. Mais déjà, d'une part, c'est pas la seule qui vaut. On peut tout à fait avoir des organisations qui sont très bonnes dans les, qui sont très différentes, qui reposent même pas sur ce référentiel. Et surtout, si on lit vraiment en profondeur le bouquin de Laloux, on se rend compte que l'organisation opale, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile, et beaucoup plus, qui demande beaucoup plus de maturité que les autres types d'organisations. Et que donc, quelque part, organiser, sa start-up du premier coup en mode opale, c'est un petit peu, ambitieux, quoi. Et ce que ça donne dans la réalité, c'est des personnes qui vont se retrouver à être, dans une absence de cadre très forte parce qu'on se dit: «On va baser, tout sur l'autonomie des uns et des autres», et en fait, il y a pas d'autonomie, il y a juste pas de cadre, et donc ça fait une entreprise dans laquelle c'est très difficile de travailler. Si on rajoute à ça que les premiers employés, sont, des gens qui travaillent pour la première fois, ça leur donne pas de point de référence sur, ce qui est OK, ce qui l'est pas, et ça devient, très, très vite très lourd alors qu'une organisation peut-être un peu plus classique, au moins temporairement, serait totalement acceptable. Donc effectivement, on copie-colle pas ce qui se fait ailleurs dans d'autres startups ou dans les bouquins. Carrément. Carrément en phase, carrément en phase. Même si effectivement, la lecture, l'interview, auditer, ça en tout cas, faire toute cette veille, rencontrer les acteurs, qui développent, le même type d'organisation que la nôtre est effectivement super clé dans le dispositif parce que c'est une manière de s'inspirer, et de réfléchir. Mais il y a un vrai travail d'adaptation à faire et je pense que, l'une des manières de le faire, c'est, de mener un processus qui est assez, peut-être classique, c'est celui de réfléchir à sa culture sur les 3 axes qui sont celui de la vision, du why et pourquoi on fait ça, de la mission, c'est-à-dire du what, qu'est-ce qu'on fait, concrètement, et puis, des valeurs, c'est-à-dire comment on le fait, quelles sont les habitudes, quelles sont les routines, qu'est-ce qui nous définit, et en partant de là, en fait, chaque fois qu'on va mettre en place une nouvelle politique, ou en une nouvelle organisation, on va se référer à ce qu'on a défini au démarrage et là, ça sera incarné, ça aura du sens. Tout à fait, pas mieux. Il y en a juste un que je garde, c'est un tout petit exemple, mais si je le dis pas là, je le dirai pas après, et je pense que c'est important. L'excellent bouquin Hard Thing About Hard Things, pour prendre des choses qui sont très très partagées. C'est un bouquin qui est extraordinaire, qui a des principes de leadership qui sont très très bons. Deux petits détails à garder en tête. C'est un bouquin qui s'adresse à des CEO, en tout cas dans l'intention. C'est un bouquin écrit par un CEO pour des CEO. Et au moment où il a écrit ce bouquin, il y a plusieurs centaines de personnes dans l'entreprise de la personne qui l'écrit, de l'auteur. Donc, est-ce que ça s'applique si vous êtes un middle manager d'une boîte de 70 personnes? Oui, modulo le fait que vous l'intégriez dans votre propre culture, avec votre propre contexte. Et effectivement, je te rejoins tout à fait, à la couleur de mission, vision, valeur de votre propre boîte. Bon. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Oui, vous inspirer, mais toujours en repartant de,
bah, quel est mon contexte, quelle est ma culture, d'où l'importance de l'adresser, pour le coup, effectivement, de faire un vrai exercice de mission, vision, valeur, et également de toujours se poser la question de pourquoi on fait les choses pour pas juste les faire par effet de mode. Donc ça, c'est premier chapitre. Quel serait le deuxième chapitre, ma chère Anne-Sophie? Bah, dans la continuité un peu de ça, effectivement, le deuxième chapitre, ce serait de réfléchir à son organisation, son organigramme, aux différents rôles qui vont et métiers qui vont rentrer dans cet organigramme et à la définition des rémunérations dès le départ, en fait. C'est vrai que c'est difficile hein, quand on démarre, on a une organisation souvent en râteau, on a les fondateurs qui sont en haut et puis tous alignés en dessous, les premières recrues qui vont nous rejoindre. Et c'est OK pour les premiers temps. Mais l'intérêt de se projeter dès le départ, c'est de pouvoir anticiper et c'est de pouvoir positionner les personnes au bon niveau et de pouvoir anticiper la manière dont elles vont évoluer. Et donc, même si l'organigramme, dès le départ, est assez plat et il n'y a que 6 ou 7 cases, ben, c'est pas grave, on la dessine et puis on dessine celle à 6 mois et on dessine celle à 12 mois. Ça permet de supporter aussi la croissance que les startups bah, regardent en face d'elles et de pouvoir, en face de ces chiffres, de ces objectifs, mettre bah, les personnes qui vont permettre de l'atteindre. Donc voilà, organigramme à date, organigramme à 6 mois, 12 mois, avec des cases vides, et c'est très bien comme ça. Et ça permet d'identifier les personnes qui sont déjà là, bah, peut-être comment elles vont pouvoir évoluer et remplir ces cases vides ou pas, pouvoir anticiper les recrutements, de définir les titres aussi. La définition des titres, alors au début, effectivement, on s'en fout, mais très vite, quand on va ouvrir un poste de directeur marketing, est-ce que c'est un directeur ou une directrice marketing? Est-ce que c'est un VP? Est-ce que c'est une CMO? C'est hyper important parce que si on fait venir quelqu'un dans l'entreprise en tant que directeur marketing et qu'on se rend compte en fait 12 mois après qu'on a besoin de beaucoup plus d'expérience ou beaucoup plus de leadership, bah, on peut être coincé. Donc la réflexion sur le bon positionnement des talents au moment où on recrute et donc pour pouvoir chercher le bon profil va être super important. Et ça, c'est soit pas forcément fait dès le départ parce qu'on n'y pense pas. Et ça peut être problématique. Ouais. Et puis après, il y a la rémunération. Mmh. Et, Non, vas-y, sur la rémunération. et sur la rémunération, il y a plein d'outils, il y a plein d'études de salaire, etc., qui sortent. Et c'est important de réfléchir à la bonne rémunération, à la structure de cette rémunération avec un fixe, un variable, des BSPCE, etc. Et donc, en face du job qui est créé, de réfléchir au bon positionnement de la rémunération et de pouvoir réfléchir à l'évolution de cette rémunération et de pouvoir se dire que demain, si on recrute un ou une responsable de cette personne, comment on fait pour que les rémunérations à venir soient cohérentes. Et en fait, là, je vais faire juste le lien sur, le trio mission, vision, valeur. Hem, c'est là où en fait, tous des éléments qui sont structurants et la colonne vertébrale un peu de la culture, permettent d'aider à tous les niveaux. Parce qu'en fait, à partir du moment où on sait où on va, c'est quoi la raison d'être de l'entreprise et c'est quoi les règles de vie à bord du bateau, bah, ça devient beaucoup plus simple, pas simple, hein, mais beaucoup plus simple de se dire: «Bon, bah, si on veut aller là, il faut que dans 6 mois on soit là, dans 12 mois on soit là et dans 24 mois on soit là», en tout cas à la grosse masse, hein, dans les grandes lignes. Si on veut arriver là, probablement qu'il nous faut, tel genre de personnes organisées de telle manière. Et si on veut que ça se passe bien, il faut probablement qu'on ait, tel type de rémunération pour être, compétitif avec le marché du travail et pour éventuellement tout ce qui est relatif à la culture de la boîte et aux valeurs. Si on a une approche qui est très, très, très participative, on peut se dire, bah, donc il faut évidemment beaucoup de BSPCE. Si on a une approche qui est, très, team spirit, on va dire qu'on va faire des objectifs variables, au niveau des équipes, et cetera, et cetera. Mais ça, c'est possible que quand on a justement vision, mission, valeurs qui sont bien calées, parce qu'en fait, on construit quelque chose, même si on peut le déconstruire et le reconstruire plus tard, pour atteindre quelque chose. Et si on ne le fait pas, faut pas penser qu'on est juste en train de ne pas le faire. Ce qu'on est en train implicitement de faire, c'est de naviguer à vue. Et ça crée, moi c'est une expression que j'aime bien, de la même manière qu'en en développement on peut parler de dette technique, ça crée de la dette RH.
ou de la dette managériale, où en fait, on avance et au bout d'un moment, on va se dire bon bah finalement la grille de rémunération, on n'en a pas besoin, ça va pas mettre très longtemps avant que ce soit la jungle chez vous évidemment, et que les personnes les plus solides en négociation essayent de faire plier la discussion en leur faveur, et ils auront raison. Si vous avez trop recruté ou pas assez, il va y avoir des problèmes. Si vous avez été trop généreux ou pas assez généreux avec des titres, bah, ça va vous retomber dessus. Alors que si vous saviez un peu où vous alliez, vous aviez un cadre qui est à la fois une bonne manière de pas flancher s'il y a des personnes qui essayent de trop tordre le cadre, et surtout de rassurer pour des personnes qui ont besoin de savoir un peu où va le bateau, quoi. Ouais, carrément, carrément. Souvent, les startups, les entrepreneurs demandent: «Mais si je fais ça, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Si je paye au-dessus du marché, est-ce que c'est mieux? Si je suis en dessous du marché, est-ce que c'est vraiment, mauvais? Si je suis pile au marché, est-ce que c'est bien?» Et en fait, je leur dis souvent: «Bah, effectivement, quelque part, il y a pas de bonne ou de mauvaise. L'important, c'est que ce soit hyper incarné, que ça ait beaucoup de sens par rapport, que ce soit très cohérent en interne, qu'il y ait une vraie cohérence des rémunérations en interne, un vrai équilibre, et que ce soit hyper incarné, que ce soit expliqué, et que ce soit communiqué, et que ça se fasse partie vraiment de cette vision mission valeur. Euh, Ok. et pour finir peut-être sur la rémunération aussi, à certains moments de l'histoire d'une startup, on va aller chercher des compétences ou des personnes peut-être plus expérimentées qui vont apporter des compétences qu'on n'a pas. Et à ce moment-là, va se poser peut-être la question de la rémunération, parce qu'on ira les chercher dans des grands groupes où les rémunérations sont peut-être différentes. Euh, un petit twist parfois qu'on peut se permettre, c'est effectivement de faire venir ces personnes qui vont faire un effort de rémunération, j'ai envie de dire en cash, hein, sur la partie fixe, et de se dire que peut-être on peut projeter et dire qu'à AD plus 1 ou post prochaine levée, la rémunération changera et sera peut-être plus cohérente avec ce que la personne avait. Et ça permet de se donner le temps, ça permet d'être très cohérent avec la prise de risque. En général, c'est de toute façon associé à des BSPCE, et de se dire qu'à horizon 1 an ou post prochaine levée, on retournera à un niveau de rémunération qui correspondra à ce que la personne avait. Et du coup, ça donne de la perspective. Et c'est cohérent avec le stade de la maturité de la startup. Mmh. Et c'est juste que ça m'y fait penser, parce qu'on voit quelques entreprises qui sont dans ce, cas de figure. C'est aussi une partie de tout l'exercice de levée de fonds. C'est-à-dire de dire: «On lève des fonds parce qu'on veut aller là-bas, et on va utiliser les fonds, levés, pour faire ça, pour recruter, et cetera», et cet exercice de projection, est nécessaire pour tracer un peu la route, de la startup, bien évidemment. Donc ça, Ouais, carrément. c'était vas-y, c'était la deuxième. On passe à la troisième, ou tu avais encore quelque chose qui t'est revenu sur la deuxième erreur? Ouais, non, j'avais peut-être un truc qui me revient. On parle du coup de rémunération, effectivement, c'est clé, le bon niveau de rémunération pour les talents, et cetera. Et ça me fait penser à la vidéo de Dan Pink sur la vérité sur ce qui nous motive. Et en fait, hyper intéressante, et on pourra la flécher plus tard, mais qui explique qu'en fait, une fois que la question de la rémunération est évacuée et qu'on a le bon niveau de REM, ce qui motive vraiment les gens, c'est pas tant le salaire. Et parfois même, trop de salaire peut être complètement servir des intérêts complètement contradictoires en fait. Et il explique en fait c'est le sujet de l'autonomie, du mastery et du purpose, c'est-à-dire l'autonomie, la liberté et l'ownership, la responsabilité, le mastery, la notion de maîtrise et d'être en maîtrise de ce qu'on fait et d'apprentissage de ce qu'on fait, et puis la notion de sens. Mmh. Et pourquoi on le fait. Et effectivement, une rémunération, si elle a du sens au sein de l'entreprise, si le poste, si ce qu'on fait a du sens, bah finalement, la rémunération n'est plus un sujet. Je vais citer, Claire Degueil de, Evaneos, qui considère, en tout cas dans la politique fonds interne, que l'argent est un démotivateur, pas un motivateur. C'est-à-dire que si la rémunération est pas, là où elle doit être, les personnes vont être démotivées, mais que c'est pas la bonne rémunération qui motive les gens, c'est autre chose. Donc, il faut plutôt Exactement. éviter de démotiver. Donc troisième erreur, Anne-Sophie. Qu'est-ce que tu as en tête? Alors, la troisième erreur, elle concerne les sujets de recrutement, et cette notion de faire trop confiance à l'instinct, au gut feeling, qui en général amène à une dilution de la décision de recrutement aussi. Et donc, effectivement, pour y remédier, je pense que le livre Who, évidemment, est super, est super pertinent. On va pas forcément revenir dessus, mais je vois souvent effectivement ah, je le sens. Je sens vachement bien ce candidat, cette personne, etc. Sur la base voilà, d'un sentiment, de sensations, etc. Évidemment, la subjectivité, c'est clé. Il faut s'en servir, mais il faut savoir la maîtriser, je pense. Et, euh, et souvent, l'instinct va mener
à à dire à ses équipes rencontre-la, elle est super, rencontre-le, il est super. Et c'est là où on va diluer complètement la décision de recrutement, puisqu'en fait, on va demander à une équipe de 5, 6, 7, parfois plus personnes de rencontrer un talent. Et au final, bah, on n'aura pas forcément évalué grand-chose ou les bonnes choses. Et ça, c'est une erreur super facile à faire en fait, enfin, finalement. Et je pense qu'on l'a probablement tous fait dans notre parcours, mais la manière d'y remédier, clairement, c'est la scorecard. C'est clairement le partir de ça pour analyser et comprendre les talents, parce que finalement, si on pose pas les bonnes questions, ça s'invente pas à la dernière minute, bah, on n'évalue pas les bonnes choses. Et ça se prépare. Ça permet de lutter, ou en tout cas de réussir à contrôler, à maîtriser la notion d'instinct. Alors, anecdote honteuse, walk of shame, Yaniro et Alexis plutôt. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le répète, je ne sais pas si vous avez entendu plusieurs épisodes, mais donc j'ai fait psycho, moi, en formation, donc, ainsi que toi, Anne-Sophie, nous sommes collègues avec de titres de psychologue et j'ai fait psycho du travail. Donc, autant vous dire que les entretiens de recrutement, j'en ai mangé en long, en large et en travers. Ça fait partie des parcours obligatoires. Et il n'empêche que dans ma position à Yaniro, dans des moments de recrutement, pour une raison qui, avec le recul, est totalement inexplicable, j'ai cédé au gut feeling, comme tout le monde, en me disant, mais oui, mais finalement, est-ce que pour une petite boutique comme Yaniro, ça a de l'importance de faire tous ces trucs-là, etc. J'ai donc, je dis je, parce que même si mes associés étaient avec moi, je pense que j'ai fait plus d'erreurs que la moyenne, cédé à des gut feelings en disant, ah, faut qu'on y aille, etc. Ça a été une catastrophe, plusieurs fois, pas beaucoup plus que deux, je pense, mais c'est particulièrement entre guillemets rigolo avec le recul que, comme tu le dis et comme n'importe quelle personne qui s'intéresse au sujet RH en startup et ailleurs l'a entendu 1 million de fois, la réponse est très simple. Méthode ou scorecard. Point barre. Là, pour le coup, il n'y a pas à tourner autour du pot. Et si tout le monde vous dit de le faire, que ça aille d'une toute petite structure à Miro, à des grands groupes, bah, c'est juste parce que c'est pas idiot de le faire comme ça, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Hem et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de scorecard et cetera, et je pense que, parfois on peut le prendre comme, un process pour le process. Bon, OK, je vais faire la scorecard parce qu'en fait, il faut le faire pour les RH. Or, c'est le point de départ, effectivement. Complètement Oui, d'accord et avec puis, toi. toute personne qui s'est déjà retrouvée avec un recrutement, qui part de traviole, sait à quel point, c'est très désagréable pour soi et pour la personne, évidemment, qu'on aurait, pu, entre guillemets, on aurait pu détecter avant qu'il y avait un désalignement ou quelque chose qui fonctionnait pas. Bref, donc, ne refaisons pas l'erreur. C'est clair, carrément. Allez Anne-Sophie, On je te laisse avance. continuer, on est sur un Yes. bon train là. On avançait carrément. La quatrième erreur, et peut-être que ça sera surprenant pour toi et pour les personnes qui nous écouteront, c'est de ne pas faire de feedback à tous les talents rencontrés lors des processus de recrutement. Alors, je ne sais pas ce que tu en penseras, mais je pense que c'est une erreur à deux niveaux. La première, je pense que offrir un job à quelqu'un, finalement, c'est facile. On fait une offre, ça voilà, on est content, dire oui, c'est facile. Dire non, c'est plus difficile. Et quand tu dis non et que tu assumes de dire non et que tu expliques les raisons pour lesquelles tu dis non, et bien tu montes l'exemple en fait, aux talents et à tes équipes. Et plus tard, quand en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, tu prends cette responsabilité de dire non, tu formes tes équipes à savoir dire non, tu leur montres que tu es capable d'affronter les difficultés, tu les aides à savoir gérer ces difficultés, et du coup, on est clairement dans un cercle vertueux. Ça, c'est un premier point d'un point de vue, j'ai envie de dire, interne entreprise. Le deuxième point, c'est effectivement une question de respect et d'humanité, en fait. Alors effectivement, ça arrive d'oublier, de rappeler l'erreur effectivement est humaine, mais la notion de feedback détaillé, explicatif aux talents qu'on rencontre, c'est une question de respect d'humanité. Ça, effectivement, a un impact sur ta marque employeur. On est dans un petit écosystème. Reconnaître les candidats, ne pas les ghoster, etc. C'est quand même, c'est quand même super vertueux aussi pour ta marque. Et surtout dans un contexte où on a un marché de candidats
et de talent et de compétences, etc., qui est peut-être de plus en plus tendue et difficile. Donc pour moi, cette notion de faire du feedback le plus possible par téléphone, c'est essentiel en fait. Et alors, moi, je vais rebondir sur un point, précis, auquel je suis très sensible et sur lequel je veux bien ton avis parce que je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles, il y a pas de réponse officielle, hein, comme beaucoup de domaines. Hem, En fait, je vais accrocher à la partie, humanité, respect. Hem, il y a tellement de bonnes pratiques, notamment dans le recrutement, qu'on les suive ou pas, que des fois, on peut se retrouver à faire les choses et à pas tout à fait comprendre comment on les fait. CF, enfin ou pourquoi on les fait. CF point numéro 1, c'est pas toujours facile. Il y a quelque chose qui est assez complexe, je trouve à trouver comme, créneau sur la notion de l'humanité et de la respect, c'est, le rapport aux personnes que tu vas décevoir, que ce soit des candidats ou des candidates que tu ne gardes pas, ou des collaborateurs, des collaboratrices dont tu vas te séparer à un moment ou à un autre. Et il y a quelque chose qui est, entre guillemets, qui fait partie du sport startup, qui est que sur un bateau qui est tout petit, avec souvent des ambitions qui sont très fortes, c'est très très difficile d'être dans un cas de figure dans lequel on accepte une part de désalignement avec des personnes de l'interne. Souvent, enfin voilà, imaginez-vous sur à faire de l'aviron à 8, il y en a un qui rame un peu de traviole, ça fait vite dérailler le bateau. Donc, c'est entre guillemets pour ça qu'il y a un niveau d'exigence qui est souvent très 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 élevé. Et d'autre part, qu'est-ce qui peut expliquer entre guillemets, pas la légèreté, mais en tout cas, que des personnes se sentent un petit peu moins mal à l'idée de décevoir des personnes, c'est que nous ne l'aurons pas sur une grosse partie des gens, c'est pas tout le monde, mais les personnes très talentueuses, des marketeurs, des sales, des techs, qui ne trouveront pas de job chez vous, vont trouver un job ailleurs. Enfin, le marché de l'emploi, sur ces profils-là est très, très, très tendu, plutôt en faveur des candidats et candidates, donc c'est pas comme, mettre quelqu'un de 55 ans, au chômage et qui va se débrouiller avant sa retraite. C'est pas tout à fait la même chose. Ceci étant, moi, il y a une pratique, que je trouve un peu choquante, c'est de considérer, quelque part qu'on est, presque pas en flat management, mais en flat relationship entre soi et le candidat, ou la candidate et donc, de se dire: «Ouais, bah, voilà, on se rencontre, pour vérifier s'il y a le human fit entre toi et la culture et si ça marche pas, c'est pas grave, c'est bénéfique pour nous 2 et cetera». C'est vrai, sur le papier, c'est à peu près vrai. Dans le décorum et dans le rituel, c'est rarement vrai. C'est-à-dire que quand on se met dans un process de recrutement, bah, on est du côté du recruté. Donc on essaye, souvent de faire un peu nos preuves, de se présenter de la meilleure manière possible et cetera et je trouve qu'effectivement, le fait de ne pas, faire de feedback à la personne, en se disant: «Bon, bah, de toute façon, la personne va trouver» et cetera, c'est pas OK. Parce que symboliquement, au-delà même de la marque employeur, le petit écosystème, c'est penser qu'on était sur un pied d'égalité, ce qui est pas tout à fait vrai et peut-être un détail, c'est là où je voulais bien ton avis, c'est quand on donne des feedbacks à quelqu'un, je pense que c'est intéressant de le faire avec la personne et dans une logique d'essayer de lui servir pour la suite de son parcours, mais de le valider avec, pas de le faire automatiquement. Parce que si vous dites, voilà, donc moi j'ai passé un super moment dans ce process de recrutement. Bon, il s'avère que ça le fera pas, mais ça c'est un détail. Et donc ce qui va pas chez toi, c'est ça, 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 ça. La personne en face, c'est bien de le faire à son tempo pour voir comment elle le prend et de pas le faire mécaniquement. Parce que ça c'est valable plus tard avec vos collaborateurs et collaboratrices. Pour qu'un feedback marche, faut qu'il soit reçu. Et donc, ça se prépare, hein, la réception d'un feedback. Bon, longue diatribe, un peu en périphérie de ce que tu disais, mais je ne sais pas trop ce que tu en penses. Ouais, non, tu as complètement raison, complètement, alignée avec toi. C'est vrai que je pense que l'objection, des, RH en général ou des équipes, c'est de dire, «Bah, oui, mais je rencontre, le problème, c'est que je rencontre 20 personnes pour, recruter une personne, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse 19 feedbacks de vive voix, pendant 30 minutes ou 20 minutes et cetera». Donc effectivement, il y a une objection de temps. En revanche, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que, le fait de créer le moment, de construire le feedback avec les candidats est super clé. Hem, Carrément, à fond. Pas mieux, pas plus. Pas mieux. OK, donc ça, vous avez, encore un qui est, relativement facile à contourner, comme erreur. Donc quelle serait l'erreur suivante que toi tu as beaucoup vue? L'erreur suivante, c'est de ne pas accompagner les équipes sur le plan, du développement,
ou sur des sujets de formation. Alors ça, c'est plus difficile parce qu'effectivement, au démarrage, dans une startup, tu n'as pas toujours quelqu'un qui est en charge des ressources humaines. Donc, effectivement, c'est des choses qui peuvent prendre du temps, etc. Mais je pense que pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, la croissance de l'entreprise passe par nécessairement la croissance des talents qui la composent. Et encore une fois, on revient dans cette logique d'organigramme, d'anticipation, etc. Mais quand tu recrutes quelqu'un sur un poste A, il va évoluer sur un poste A prime, A plus, etc. Enfin, en tout cas, c'est la trajectoire qu'on se souhaite quand on signe ensemble et qu'on va travailler ensemble. Et je pense que dès le démarrage, pour pouvoir accompagner soit sur des sujets, tu vois, dans le L&D, Learning and Development, il y a le learning, la formation et il y a le développement. Sur les sujets de learning, si on n'a pas de budget, on peut penser au CPF, on peut penser à la formation interne même, hein. C'est-à-dire on a tous des expertises qui sont pas forcément les mêmes, et donc on peut se mentorer entre guillemets, se former entre nous déjà. Et puis il y a la bibliothèque aussi, les bibliothèques, des livres, tu vois, là on a nommé plein de ressources. Typiquement, ça peut être des choses qui fonctionnent très bien. Et si on a un peu de budget, effectivement, on peut prendre les besoins, les anticiper et puis organiser une formation. Et puis il y a la partie développement qui je pense, a souvent été un peu sous-exploitée. Et je pense que c'est un héritage d'histoire des grands groupes, etc. Tout ce qui est développement perso, développement coaching, mentoring, etc. est pas forcément super, en tout cas en France, développé. Et si on anticipe l'accompagnement de ces talents dès le démarrage, ils sont en croissance et notre entreprise est encore plus en croissance. Et notamment sur le middle management, là où je vois vraiment les sujets, c'est sur cette notion de middle management qui pour moi est la courroie de transmission sine qua non de la réussite d'une boîte, où en fait on arrive souvent sur des jobs, les premiers jobs où il n'y a pas de management, où on est individuel contributeur, où on exécute, on déploie, etc. Et puis un jour on évolue. Et le management, c'est un autre métier, c'est autre chose que d'être marketeur, sales, etc. Alors, je suis évidemment plus que biaisé sur ce sujet, vu qu'on a quand même toute une activité derrière nous qui repose. Enfin, la tagline sur le site, au moment où on se parle, c'est Startup Growth equal People Growth. Donc, on est quand même assez d'accord. Et en plus de ça, c'est effectivement toute la raison d'être de Yaniro, enfin, une des premières. Je vais juste donner un petit peu mon point de vue, parce qu'on parle de patterns, de choses qu'on voit encore et encore, et nourrir ce que tu disais sur l'importance cruciale des middle managers au moment où la croissance commence vraiment à se lancer. Euh, il y a deux effets qui sont, je pense, quasi indépassables, enfin en tout cas qui arrivent tout le temps, et sur lesquels c'est vraiment rageant quand on est de l'autre côté, parce que souvent c'est du gâchis qui aurait pu être évité vraiment de manière pas très complexe. En fait, première chose, rappelez-vous bien qu'à partir du moment où on dépasse 12, 14, 15 personnes, on passe d'une espèce d'équipe intuitu personae à une organisation, qu'on le veuille ou non. Faites l'exercice mental. Est-ce qu'il existe des sports qui se jouent à plus de 15 en même temps? Non. Pour une raison simple, on ne peut pas gérer plus de personnes d'un coup, un peu dans le feu de l'action, sans une orga. Quelle qu'elle soit d'ailleurs. Elle peut être très flat, elle peut être très squad, elle peut être très pyramidale, peu importe. Mais donc, que vous vouliez ou non, à partir de ces eaux-là, si ce n'est avant, il vous faut une organisation. Qui dit une orga dit des managers, c'est-à-dire il faut des relais, des courroies de transmission, des personnes qui vont être un peu les co-chefs d'orchestre de cette fameuse vision mission-valeur, qu'on s'assure de faire les choses correctement, donc qu'on maintienne les valeurs, qu'on aille bien au bon endroit et pour les bonnes raisons. Et là, c'est là où il y a tout le drame. Vous allez bien évidemment penser, et c'est très à votre honneur, aux incroyables talents que vous avez à la maison. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, vos talents? Dans pas mal de cas de figure, ils ont connu que votre boîte, et c'était des exceptionnels contributeurs et contributrices individuels. Des super sales, des super tech, des super marketeurs, des super ops, ou ce que vous voulez, ou des customer success. Ce que ça veut dire, c'est que ces pauvres personnes-là, elles vont devoir apprendre un nouveau job, un job de manager. Déjà, ça sera même peut-être pas très clair dans leur tête. Et en plus de ça, elles vont devoir petit à petit, comme tout manager, diluer un petit peu leur implication dans l'opérationnel pour être de moins en moins contributeurs, contributrices individuelles et de plus en plus responsables des résultats de l'équipe qu'elles managent.
Ça se passe avec beaucoup de difficultés parce qu'il y a des personnes qui lâchent pas leur métier d'avant, des personnes qui ont aucune idée de ce qu'ils sont censés faire parce qu'il y a pas beaucoup de points de comparaison et en plus, le leadership, le management dit comme ça a l'air très mystérieux. On a l'impression que c'est un truc, tu l'as ou tu l'as pas. Il y a le loup de Wall Street qui est exalté, qui hurle dans un micro et puis, moi, personne introvertie, comment je m'en sors parmi ça? Et là où c'est archi rageant, c'est que la vérité, c'est que le leadership, c'est un set de compétences comme d'autres, qui s'apprend, qui se travaille, qui se remet sur l'établi et qui a autant de couleurs différentes que de talents naturels. En tout cas, c'est nous ce qu'on observe et qu'on défend jour après jour. Il y a du leadership d'introvertis, du leadership de gens gentils, du leadership de gens efficaces, et il y a beaucoup de choses qui peuvent fonctionner. Donc, oui, ne lésinez pas là-dessus, et comme tu le disais de manière très pragmatique, le développement, la formation, c'est pas forcément cher. Déjà, ça peut être gratuit, ça peut être fait en interne, ça peut être fait avec des ressources, mais par contre, il faut y mettre une certaine intention. Et même dans le cas où c'est avec de l'externe, on a la chance en France d'avoir énormément de dispositifs qui rendent ça simple. Évidemment, le CPF et les OPCO pour les plus connus, le FNE pour les entreprises qui sont en difficulté. Donc, bref, ne lésinez pas là-dessus. Et ceux qui sont un petit peu peints grand temps plutôt qu'en budget, c'est pas une pub pour Yanniron, ce que je suis en train de faire. Vraiment, oubliez pas que le temps que vous économisez là, vous allez le perdre plus tard. Parce que quand c'est dur à manager, quand les personnes ont de difficulté à manager 3 personnes, quand il y en aura 12, ça va être pire. C'est clair, carrément. Et je rajouterai un petit truc aussi. En tout cas, moi, depuis que je travaille, j'ai souvent entendu des choses comme c'est up or out, ou de fait, s'il ou elle n'évolue pas dans la structure, bon, est-ce que c'est quelqu'un qui a du potentiel? Et je pense qu'il y a un écueil qui est de dire que il n'y a pas de logique d'expertise, en fait. Mais en fait, il y a plusieurs logiques d'évolution. Il y a des évolutions hiérarchiques, il y a des évolutions transverses, il y a des évolutions vers des rôles de SMI ou d'expertise plus, et que l'un n'est pas moins bien que l'autre, en fait. Tout à fait. Pour les gens curieux, je vous renvoie à la lecture de l'excellent, Radical Candor, de Kim Scott, dans lequel on parle de la différence entre les superstars et les rockstars. Il faut des superstars dans ces équipes, des gens qui montent comme des fusées, et des rockstars, qui, sont les fondations de tout le reste, et bien souvent, c'est des experts ou des expertes. C'est vrai que le up or out, est un peu poussiéreux. Bon. Mm. Prochaine erreur, qu'est-ce qu'on a encore en stock? Mais prochaine et dernière erreur, je te dirais. Déjà? Mais attends, mais c'est pas possible! Dis-moi. Je dirais que c'est de ne pas mettre en place dès le départ le socle RH, donc Ops, opération RH, pour soutenir le développement de l'entreprise. Et là-dessus, c'est vrai que c'est pas souvent pas le sujet le plus sexy pour les sujets RH, ou le plus facile potentiellement, parce qu'effectivement, ça peut demander certaines connaissances en droit du travail, parfois un peu technique, surtout que dans nos écosystèmes, la convention Syntec est souvent plus fréquente, avec des notions de forfait jour, de temps de travail qui sont assez complexes, et sur lesquels on peut se tromper assez facilement, où il y a beaucoup de jurisprudence, etc. Et donc ce socle, par quoi il passe? Pour moi, il passe par des dossiers du personnel structurés. Alors quand on n'a pas d'outils, il n'empêche qu'ils peuvent être structurés. Quand on a un outil, c'est plus simple, dans une logique de respect de la RGPD, etc. Une logique de contrat qui sont réfléchis, qui sont propres dès le départ. Et ça demande juste de faire un template avec un avocat spécialisé. Les logiques d'outils RH, c'est sûr, hein, que ce soit pour un SIRH, un ATS, etc. Mais en tout cas, ces outils qui permettront d'automatiser pas mal de choses, de s'appuyer sur de la donnée, etc. et de gagner beaucoup de temps sur les sujets plus people-driven auprès des équipes, de passer du temps avec les managers en conseil, etc. Et ça dégage beaucoup de temps. Donc, il y a un coût, effectivement, d'outils, mais le coût, en fait, il est vite effacé. Et puis, le CSE. Alors, c'est vrai que le CSE, il y a beaucoup de discussions. Est-ce qu'on le fait très tôt? Est-ce qu'au contraire, on le fait le plus tard possible, etc. En tout cas, moi, mon conseil, c'est de ne pas le faire si tard que ça. Et de créer cette instance comme un allié dès le départ.
une instance vertueuse, de former les talents qui vont en faire partie, pour que ce soit un rôle super clé en fait, et que dès le départ, ce CSE, il soit associé aux décisions d'entreprise, plutôt que de le voir comme quelque chose qui va être super administratif et qui n'aura pas forcément d'impact du coup. Et alors moi, je rajouterais le corollaire de cette erreur-là et de ce point-là, qui doit être, hands down l'erreur que je vois le plus, pour être tout à fait honnête, ne pas recruter un ou une RH. Ou la recruter ou le recruter beaucoup trop tard. Pourquoi est-ce que c'est clé? Pour exactement tout ce que tu viens de dire là et qui transpire dans les autres points. D'une part, parce que pour bien faire ce travail, ça nécessite une expertise. Ça n'est c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre, dans 3 bouquins en diagonale et le faire, après sa journée de travail. Parce que c'est difficile et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien fait. Et d'autre part, parce que ce qu'ont en commun la plupart, des éléments que tu as cités avant, à des expertise ou non, c'est que ça nécessite une bande passante et une intention. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui se lève le matin en pensant à ça. Et évidemment, que, les fondateurs, les fondatrices, et autres managers, peuvent, jouer ce rôle-là, mais au bout d'un moment, déjà ils peuvent pas, ils et elles ne peuvent pas s'écarteler partout, et d'autre part, c'est beaucoup plus puissant et ça a donc l'impact sur les personnes de votre entreprise et sur la croissance, que vous pouvez attendre, d'avoir quelqu'un, dont, c'est, le périmètre et la responsabilité de A à Z, quoi. C'est clair, bah, je peux pas dire mieux, hein, c'est c'est mon job, donc Pour le coup là. je bois tes paroles. Donc, on reprend les 7 erreurs, qu'on a beaucoup vues et comment y remédier. Ça sera pas dans l'ordre, exactement, mais on va le faire. Donc, les startups ont tendance à trop faire du copier-coller de ce qui s'est fait ailleurs dans d'autres startups, alors qu'il vaudrait mieux essayer de l'adapter, à sa boîte. Erreur numéro 2, ne pas accompagner ses équipes sur le plan formation, développement, notamment les middle managers, ce qui va un petit peu vous revenir en torpille un peu plus tard. Numéro 3, délaisser l'organigramme et donc la définition des titres et donc les niveaux et donc la grille de salaire. Je vous renvoie à l'excellent épisode qu'on avait enregistré avec Virgile Ringard de Figures sur la rémunération, le comp and ben, donc qui doit être dans l'épisode 10, 11, quelque chose comme ça. Faire trop confiance au gut feeling dans le recrutement et se dire que, on n'a pas vraiment besoin de la scorecard et de tous ces machins processés. Bon, dans la vraie vie, vous allez vous épargner beaucoup de cheveux gris, à faire les choses bien dès le début. Négliger le fait de faire des feedbacks à tous les talents rencontrés, ce qui est, pas un bel exemple d'humanité et d'exemplarité, de votre part, et en plus de ça, l'écosystème étant petit et parlant beaucoup, pareil, ça va pas vous rendre service. Et enfin, comme tu le disais, ne pas mettre en place dès le départ un socle administratif RH pour soutenir le développement de l'entreprise et in extenso, ne pas recruter quelqu'un dont ça va être le métier. On a tout rebalayé là? Yes. Bon, eh ben, écoute, franchement, je suis, stupéfait qu'on puisse parler de tout ça, en aussi peu de temps, je tiens à te dire, bravo. On a pu Merci. faire un beau tour et je te propose qu'on passe tranquillement donc de fait à la fin de l'interview. Déjà Anne-Sophie, où est-ce qu'on te retrouve? S'il y a quelqu'un qui veut échanger avec toi, qui veut, prendre contact pour une raison ou pour une autre, c'est quoi le meilleur canal? LinkedIn, j'ai envie de dire. Simple, Facile, hein, facile. simple. Ouais. Ensuite, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog ou plusieurs que tu aimerais recommander aux auditeurs et aux auditrices? Oui, 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 carrément, et j'ai choisi de parler des 4 accords Toltec, de Miguel Ruiz, qui reprend donc, hein, les 4 accords. Soyez impeccable avec votre parole, ne prenez rien personnellement, ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. Et pourquoi? Parce que je pense que ça traduit un peu ce qu'on a essayé de se dire là aujourd'hui, autour de, tu vois, l'honnêteté intellectuelle, l'humanité, le respect, le fait d'incarner les choses, et cetera. Et on passe beaucoup de temps à lire beaucoup de livres techniques, et cetera, et d'engranger du savoir. Et je trouve que passer du temps aussi à lire des livres sur des sujets de développement perso, ça apporte beaucoup de choses aussi. OK, les 4 accords Toltec, et j'en profite pour, placer ma ritournelle préférée. Si vous avez l'impression d'entendre toujours les mêmes livres et les 4 accords Toltec est très souvent, cité et que vous l'avez pas lu, c'est sûrement le moment. Parce que quand pas mal de personnes disent que c'est bien, il y a souvent des raisons. Et enfin, tu connais, notre tradition préférée dans ce podcast, hein, c'est un lieu pour, aussi, mettre en avant quelqu'un, je sais pas, qui te fascine, que tu trouves qui est vraiment impressionnant. Enfin, en tous les cas, si tu devais passer, le micro, à un ou une prochaine invitée, après la personne pourra ou pourra pas, ça c'est un autre débat, ce serait qui?
Ce serait Audrey Toussaint, qui est VP People de Lemonway et que je trouve passionnante et passionnée. Et donc, je pense que vous aurez un échange super intéressant. Eh ben Audrey, si tu nous écoutes, que tu as le temps, l'envie, la sentence est tombée. Tu viens d'avoir une place ouverte par Anne-Sophie dans le podcast Yaniro et je te rencontrerai avec beaucoup de plaisir. Bah, écoute Anne-Sophie, merci beaucoup pour cet épisode. C'était un vrai plaisir d'enregistrer avec toi et puis de pouvoir bénéficier finalement d'un angle qui est un peu différent de d'habitude parce que tu rencontres beaucoup d'entreprises, tu es proche du coup forcément d'un fonds d'investissement, donc ça t'ouvre un angle qui est un peu différent. Et donc bah, n'hésitez pas à nous dire si vous avez envie d'avoir encore plus d'angles de ce genre-là, un peu différent juste, hein, vous ne me voyez pas, mais je fais des guillemets avec les mains, VP People en startup. Et en ce qui me concerne, moi, il ne me reste plus qu'à te dire à très vite et à bientôt. Merci beaucoup, Alexis. Merci à Yaniro pour l'échange, pour l'invitation. Et à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain épisode.